La dernière fois, on avait parlé du chauffage et ce soir, on va aborder eau chaude sanitaire et cuisson. Alors, pour remettre un peu dans le décor, on avait vu les répartitions des coûts de consommation des. Est-ce que vous voyez ma souris aussi? Non, j'ai pas de souris en fait. Si, vous voyez ma souris? Oui, Ouais. on le voit, oui. Ok. En fait, pourquoi on le fait dans cet ordre-là? Tout simplement parce que ça fait partie des. Enfin, c'est pas exactement l'ordre des consommations, mais c'est les consommations principales qu'on est en train d'aborder. Donc, on a vu le chauffage avec 60%, enfin, plus de 60%. Et là, on va aborder eau chaude sanitaire et cuisson. Donc, l'eau chaude sanitaire pour 12%. La première méthode qu'on peut utiliser pour réduire sa facture énergétique liée à l'eau chaude sanitaire, c'est de régler correctement sa température d'eau chaude. Alors, régler sa température d'eau chaude, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, une consigne qui est donnée pour régler son ballon d'eau chaude. Et cette consigne, elle est donnée à 55 degrés. Alors, il y a deux réglages. 55 degrés, c'est si vous avez un ballon avec de l'eau qui reste statique. Et 50 degrés, c'est si jamais vous avez une chaudière qui délivre de l'eau chaude en instantané, c'est-à-dire qu'elle chauffe l'eau à la demande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire régler son système? Alors là, on a pris l'exemple d'un cumulus, quoi, donc d'un ballon d'eau chaude. La première chose que ça veut dire, c'est déjà mesurer la température qu'il y a chez vous. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'envisager de changer le réglage de votre système d'eau chaude si jamais vous êtes déjà à la bonne température. Donc c'est pour ça qu'en fait dans les kits, vous avez un thermomètre et que ce thermomètre, si vous le mettez sous l'eau chaude après l'avoir fait un peu couler et proche du point de chauffe, donc on appelle ça le point de puisage, vous mesurez la température de l'eau à la sortie et si vous êtes dans les 50, 55, il n'y a pas vraiment de réglage à faire. Vous êtes Par contre, si vous êtes à des températures plus élevées, 60, 65, 70, même ça peut aller jusqu'à 70, alors là, vous avez des bonnes économies à faire en réglant correctement votre ballon. Alors pourquoi faire ce réglage-là? En fait, pourquoi est-ce qu'on choisit 55? Dans le fait de ne pas le mettre trop bas, ça vient des habitations collectives. Habitations collectives, il y a un qui dit que si l'eau est pas assez chaude et stagnante, alors il y a un risque de développement de bactéries qui s'appellent les légionelles. Et donc, pour éviter ça, une des consignes, c'est d'avoir l'eau chaude au moins à 50 degrés. Et au-dessus de 50 degrés, en fait, au-dessus de 55 degrés, quoi, en fait, c'est pas intéressant parce que tout simplement, il n'y a aucun usage qui correspond à ça. Si vous mettez votre main sous l'eau à cette température, vous commencez déjà à trouver que ça brûle. Et donc, en fait, vous allez toujours diluer l'eau chaude avec de l'eau froide pour pouvoir vous laver ou pour pouvoir vous laver les mains, par exemple. Donc, en fait, toutes les températures qui seront au-dessus de 55 degrés, on dit que ça sera en pure perte parce qu'en fait, votre ballon va être plus chaud et va générer plus de pertes. Voilà. Alors peut-être que Nicolas, tu peux refaire une petite note sur le chauffe-eau solaire individuel avec la température d'appoint. C'est le même critère pour le chauffe-eau solaire, c'est-à-dire 55 degrés également en sortie de chauffe-eau. Non, c'est plutôt là, on raisonne plutôt par rapport à l'instantané, on va plutôt être sur du 50. D'accord. Voilà, là, il n'y a pas besoin de monter très très haut. La température qu'on préconise, c'est voilà, c'est entre 50 et 55 degrés. Et donc, c'est bien la légionelle, à ne pas confondre avec la salmonelle. La salmonelle, c'est plutôt dans les œufs et dans le poulet. Hein. Mais voilà, la maladie dont on entend des fois parler, c'est la légionellose. Voilà, qui n'existe pas en fait chez les particuliers. C'est pour ça que ça sert à rien de monter trop haut, ce n'est que du gâchis d'électricité. C'est ça, ouais. Et même tu disais que en fait, chez les particuliers, il n'y a pas de réglementation spécifique pour le minimum de température.
Donc, ça voudrait dire que si jamais vous trouvez ça vraiment beaucoup plus confortable, vous pourriez même envisager d'essayer avec des températures en dessous de ces recommandations-là. Ouais, voilà. Après, faut pas trop pousser non plus pour pas que ça se transforme en bouillon de culture, hein. Mais voilà, 50-55, vous êtes bien. OK, et c'est pour ça donc qu'on vous a mis d'ailleurs comme tu l'as dit, hein, Nicolas, le thermomètre dans le kit. Alors pour l'instant, il y a 3 équipes qui ont leur kit. Pour le reste, n'hésitez pas à nous faire des petits messages, des petits coucous, tout ça, pour venir les chercher à l'assaut, pour arriver à faire tourner après les kits avec les différents éléments à l'intérieur. C'est ça. Alors, en fait, ce qu'on voulait vous suggérer ici, alors c'est que pour les gens qui ont un ballon d'eau chaude. Là, on voit le réglage d'un ballon d'eau chaude. Donc la première chose, donc c'est bien vérifier le réglage de sa température avec le kit. Et puis après, pour vous donner une idée de comment ce réglage se passe, ici, là, sur la photo, en fait, on voit que déjà, on voit que les fils électriques sont apparents. Donc, c'est la première consigne. Et c'est si vous voulez intervenir sur votre chauffe-eau, la première chose à faire, c'est de couper votre chauffe-eau. Et donc ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ça se fait au niveau du disjoncteur, enfin au niveau du tableau des fusibles. Il y a un disjoncteur que vous ne pouvez pas louper. Il est différent de tous les autres, c'est celui du chauffe-eau. Et donc celui-ci, il faut bien veiller à le couper avant d'aller intervenir derrière au niveau du chauffe-eau. Et là, en fait, la partie qui est visible, normalement, elle n'est pas visible, elle est protégée par un carter en plastique, une sorte de coque. Et donc, une fois que vous avez coupé le courant, vous pouvez enlever la coque et à ce moment-là, accéder à cette zone-là. Alors là, sur le dessin, ce qu'on voit, c'est que le réglage, c'est un réglage type plus-moins. Il y a des chanceux qui vont avoir un réglage directement avec une température. Comme ça, vous pourrez directement savoir quelle température c'est. Sinon, pour les autres, il faudra faire des essais consécutifs, c'est-à-dire que si vous mesurez que la température est trop chaude et que vous décidez de la baisser, il faudra baisser en tâtonnant, en se disant, bon, voilà, j'essaye. Et puis, il faudra laisser un peu de temps à ce que le ballon refroidisse, en fait. Donc, il faut attendre au moins 24 heures pour refaire une mesure. Le principe, c'est que notamment en France, la plupart des ballons d'eau chaude chauffent la nuit. Et donc, si vous faites le test, par exemple, plutôt le matin pour savoir quelle est la température la plus élevée, dans la journée, il va se refroidir. Et la nuit suivante, si vous avez changé le réglage dans la journée, la nuit suivante, il ne va pas réchauffer autant que la veille. Il va chauffer à la nouvelle température que vous avez fixée. Et donc, le lendemain matin, vous pourrez mesurer cette température. Alors, pourquoi on dit de faire ça? Pourquoi on a expliqué le principe, mais en fait, un des intérêts, c'est de calculer l'apport énergétique que ça représente. Alors, dans cette présentation ce soir, il y a pas mal de formules. Le message principal derrière ces formules, c'est que c'est pour dire que c'est possible de le calculer et que ça ne sort pas du chapeau et ça ne vaut pas forcément la peine que vous vous attardiez sur ces formules, en tout cas certainement pas ce soir, parce qu'il y a quelques slides, dont une qui est ma préférée, évidemment, avec énormément de formules. Et donc, si jamais ça vous intéresse de regarder, vous pourrez vérifier comment ça a été calculé et tout. Mais ce soir, le but là, c'est de surtout isoler le message qu'on veut vous passer, quoi. Avant de passer au calcul, on va peut-être demander s'il y a des questions, des remarques, des réactions par rapport à cette première diapo sur le réglage de la température de son ballon d'eau chaude. L'eau très chaude, ça peut être utile quand on veut ébouillanter des pots pour faire de la confiture ou des choses comme ça. Faut quand même un minimum que ce soit bien bien chaud. Dans ces cas-là, vous chauffez votre eau directement dans une casserole, une marmite, une cocotte, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça peut être pratique, mais ça ne sert à rien de maintenir H24 toute l'année, 365 jours par an, une température trop chaude dans votre ballon, parce qu'en fait, sans vous en servir, vous allez gâcher énormément d'énergie, en fait. Ouais. Si vous avez besoin à un moment donné, ponctuellement, d'une eau très chaude, pas de problème, chauffez votre eau avec vos moyens de chauffage habituels au niveau de la cuisson, plutôt. Ouais. En plus, pour le cas des conserves particulièrement, ça permettra d'atteindre des températures plus élevées que celles que vous auriez de toute façon avec un ballon. Et ça permettra de mieux stériliser, du coup. Et avec une chaudière gaz, c'est la même chose, ça se règle pareil sur la chaudière, en fait, en instantané. Alors là, il y a un réglage à vérifier. Donc là, c'est pareil, vérifier que c'est le réglage en instantané est bien mis, entre 50 et 55 degrés. Okay. Sur un chauffe-eau thermodynamique, pour ceux qui ont peut-être des installations un peu plus récentes, c'est le même principe.
là aussi, vous allez avoir une température de réglage. Donc là aussi, il faut vérifier que c'est au bon niveau. Et en usine, ils sont réglés à quelle température, a priori? Quel ballon? Les Cumulus? Les cumulus, oui. Ça dépend. C'est entre 70 et 55. Ah oui, il n'y a pas de règle précise. Non, parce qu'il n'y a pas de législation. La législation, elle impose normalement à l'installateur, au plombier, quoi, de ne pas dépasser les 55 degrés au point de puisage, ce qui n'est jamais vérifié. Et ce qui est souvent même dépassé quand un ballon à 70 est installé, parce qu'au point de puisage, on sera plutôt dans les 60-65 degrés. Et là, il y a des risques de brûlure. Alors, une question de Sandra. J'ai entendu parler qu'on pouvait isoler le... bah merci. Ça va être bientôt. C'est une belle transition, l'isolation du chauffe-eau. Bah, peut-être qu'on continue alors. Attends, j'ai une question. J'ai une question. Ah. Par rapport au... On a un chauffe-eau qui est électrique en hiver et puis qui est solaire sinon, et on peut déconnecter la partie électrique et du coup d'avoir un chauffe-eau que solaire. Et comme en été, il y a des fois des jours de pluie, j'avais l'impression qu'il était plus intéressant de mettre l'eau au plus chaud possible. Comme ça, on pouvait être sûr d'avoir de l'eau. Si par exemple, il y avait 3 jours de pluie à suivre et pas de soleil, on pouvait être sûr d'avoir quand même de l'eau suffisamment chaude pendant ces 3 jours sans avoir besoin de remettre en route le chauffe-eau électrique. Alors, donc tu as un chauffe-eau solaire thermique, c'est bien ça, avec un appoint électrique. Donc, est-ce que quand il est uniquement solaire, ce n'est pas intéressant de le mettre au plus chaud possible pour être sûr de n'utiliser que le solaire en cas de pluie? Alors, quand il est en fonctionnement normal, de toute façon, tu n'as pas la main sur la température. Ça va être dans les paramètres de l'appareil, je ne t'engage pas à les tripatouiller dedans. C'est lui qui va gérer sa température. Ce que toi, tu vas pouvoir gérer, par contre, c'est la température de consigne au niveau vraiment du réglage électrique, en fait, de ton appoint électrique. OK? Et c'est là où ça ne sert à rien de trop monter, parce qu'en fait, toute la partie... J'ai bien compris ça, oui. J'ai bien Ouais, compris. parce que si toute ta partie supérieure en fait, du ballon, qui va être chauffée par l'appoint électrique, Ah, il faut arriver à chauffer le juste nécessaire. Si tu montes trop en température, eh ben, ça veut dire que tu vas bouffer beaucoup d'électricité, quoi, en gros, hein. Et si jamais tu as chauffé, j'en sais rien moi, à 60 avec de l'électrique et que le lendemain, bah, tu as du soleil, bah, du coup, cette eau-là ne sera pas chauffée par le soleil, mais aura été chauffée par l'électrique. C'est clair ou je suis pas sûr? non, mais je crois que c'est du coup, j'ai l'impression de bien maîtriser le truc et du coup, on rentre peut-être dans des détails un petit peu scabreux et abscons. Ça Ouais. peut valoir la Donc, peine on en d'en reparlera. discuter, ouais, ça Ouais. peut valoir la peine d'en discuter en dehors, hein. Mais Avec nous directement, par exemple, ou avec Nico. ouais, carrément, à la fin ou à un autre moment. Mais Yes. voilà, en un mot, en tout cas, l'appoint électrique sur les chauffe-eau solaires thermiques, vous les réglez à 50 degrés et point barre. Et sur les réglages du ballon en lui-même, vous touchez pas. On peut peut-être passer à la suite. C'est bon? Ouais. Ah bah, Allez. s'il n'y a plus d'autres questions dans le chat, c'est bon. Ça roule. Alors, la partie suivante, en fait, c'est justement toujours sur la température d'eau chaude. Le but, c'était d'évaluer quelle énergie ça représente et quelle économie on peut faire en passant de la température de consigne, là c'est ce qui est expliqué, donc de 70 à 55. Si on baisse la température de consigne de 15 degrés. Donc le détail du calcul, là, ça permet juste de voir quelle est l'économie qu'on va faire. Donc la première formule qu'on utilise, c'est une formule qui permet de calculer la valeur de l'énergie en fonction du volume et d'autres paramètres. Et on va utiliser cette formule-là pour calculer l'énergie nécessaire pour avoir un ballon d'eau chaude à 70 degrés pendant 1 an. Et donc là, le calcul nous donne 3438 kWh. Ce qu'il faut bien comprendre avec un ballon d'eau chaude,
c'est que même si on tire de l'eau, etc., la consommation, elle est relativement stable sur l'année du fait qu'il faut maintenir la température à une certaine l'eau à une certaine température tout le temps. Et on peut refaire ce calcul ici si jamais la température est à 55 degrés. Donc là, on voit dans les deux formules, c'est les mêmes, sauf que dans une, c'est écrit 70, à gauche en gras, et dans celle de droite, c'est écrit 55. Et donc, le résultat de ce calcul, ça nous donne 2549 kWh par an pour un ballon d'eau chaude qui serait à 55 degrés pendant 1 an. Alors, on peut calculer la différence entre les deux, c'est ce qui est écrit en dessous, là, la partie qu'on a économisée. Et donc, là, ça nous fait 889 kWh par an. Donc, si ça, on le ramène ensuite au prix du kilowatt, on a pris 0,18 € le kilowattheure, pardon. À la fin de l'année, ça nous fait 160 €. Juste en changeant le réglage de son ballon d'eau chaude. Waouh! Voilà, et donc ça fait 25% d'économie sur ce poste-là, qui est un poste important en fait. Vu la somme engagée, là c'est un poste important de nos dépenses énergétiques. Et hop, et ça y est, on a réussi à endormir tout le monde en 5 minutes. T'as vu? Ah, qu'est-ce qu'on est balèze quand même. Est-ce que quelqu'un a une question là-dessus? Peut-être que le détail du calcul n'est pas forcément le plus important, mais dans l'idée, peut-être que ça vous fait réagir en fait, cette valeur. C'est aussi pour vous motiver en fait à faire cette action en disant si jamais il est mal réglé, vous voyez, s'il est à 70, vous passez à 55, bah bam, 160 € quoi. Ouais, ça fait quelques restos hein, quand ils réouvriront. Claire. 70, c'est l'extrême. Oui, c'est le plus haut que j'ai trouvé, mais j'en ai trouvé régulièrement, malheureusement. Ouais. Il y en a qui justifient une haute température comme ça aussi pour avoir plus de volume d'eau, ce qui est dommage. Souvent, ça ne se justifie pas. Affiché, il n'y avait pas de la formule parce qu'en fait, j'avais pas bien paramétré mon écran, je voyais pas. J'ai pas compris. J'arrive pas à le faire. La formule qui s'affichait pas en entier, enfin le bas du texte. Là, j'ai réussi à modifier l'affichage. Je suis désolé, mais j'ai des bouts qui n'apparaissent pas à chaque fois. Ah oui. Ah, voilà. Voilà, là on a tout cette fois-ci. Merci. Ça, juste pour vous dire que comme on va vous envoyer la présentation, le lien vers la présentation, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Hein. Je me suis permis de désactiver ton son, Stéphanie. Il y a un gros bruit sourd derrière. Hein. Est-ce qu'on passe peut-être à la suite pour discuter vraiment des mécaniques fondamentales plutôt que du détail des formules? Oui, oui. D'accord. Il vient du cœur, celui-là. Alors, là, du coup, on a discuté de l'intérêt de changer sa température de chauffe de son chauffe-eau. Et là, maintenant, on va s'intéresser à la partie isolation. En fait, isoler son chauffe-eau, ainsi que les tuyaux, etc., ça a une contribution intéressante aussi. On va regarder ça. Alors, on va commencer par un petit jeu qui va être de se demander sur l'installation que je vous montre en photo maintenant. D'après vous, quelles sont les zones qui sont possibles d'améliorer sur cette installation? Qu'est-ce que vous voyez que vous pourriez imaginer améliorer sur cette installation avec ce qu'on vient de dire là, l'idée d'isoler le chauffe-eau, etc., les départs Isoler les tuyaux. Les tuyaux, ouais. Lesquels en particulier? Est-ce qu'il y en a ça? Pardon? Les rouges, comme dit Françoise, oui, les rouges, oui. Ouais, tout à fait. Le petit rouge à gauche. Le petit rouge à gauche, oui, tout à fait. Le gros rouge à droite aussi, hein, il mérite. Le gros rouge, oui. Mais il n'est pas isolé celui-là, il est gros. Non. Ah ouais, non, c'est un gros. Ouais, à gauche, vous avez un cumulus et à droite, vous avez une chaudière gaz. Ouais. Et donc, le départ chaud de la chaudière gaz est plus important en fait, en diamètre. C'est pour ça. Ouais, c'est pour chauffer toute la maison en fait. Voilà. Donc, il y a les deux tuyaux qui sont en effet isolés. On est d'accord avec vous. Alors, quoi d'autre? Le chauffe-eau lui-même. Oui. Voilà, le chauffe-eau, tout à fait. Tout à fait. Et alors, le petit dernier, c'est lequel?
Il y a Yann Vary qui balance des blagues pendant ce temps-là. Voilà, très bien. Bel esprit, bel esprit. Moi, je vois pas le chat et je vous vois pas. Alors, c'est cool que tu sois là, Nicolas, pour relayer ça. C'est vraiment chouette. Alors, le petit dernier, il n'est pas facile. Le chauffe-eau, les tuyaux. Et le tuyau qui part au-dessus de la partie verte, là? Alors, celui-là, il est déjà isolé. Ah bon. Désolée, ouais. Ouais, alors je suis d'accord, par contre, les vannes, c'est pareil, ça, sur les installations, si vous jamais vous visitez une chouette chaufferie, les vannes peuvent être isolées également. Et les poignées sur les installations qui sont optimisées sont démontées, d'ailleurs, parce que ça aussi, c'est métallique, donc ça prend la chaleur. Ils démontent les poignées, ils isolent les vannes. Ah ouais. Bon, Je on n'a savais pas pas. été jusque-là. Hein. Le croisement entre chaud et froid. Alors, Ah, le croisement entre chaud et froid. normalement, il n'y a pas de croisement. Sur le tuyau droit, c'est le tuyau bleu qui coupe vite fait, qui peut peut-être amener du froid, mais bon, c'est un peu chipoté. Non. Je suis pas sûr que ça soit pour moi, c'est pas une vanne 3 voies qui est à côté. Pas en bas, non? Et sur le chauffe-eau. Sur la chaudière, il y a un circuit, radiateur, chauffage et un circuit douche, etc. C'est le jaune, non? Alors, j'ai entendu dire qu'on pouvait mettre des sacs de couchage sur le cumulus. Ouais, voilà. Donc ça, on en a parlé. Hein. Le cumulus, on va en parler plus en détail, mais isoler le cumulus, les tuyaux, et le dernier élément, bon, on va vous le donner parce qu'il n'est pas évident. Vas-y, Nico. Ouais, c'est le gros échangeur vert, en fait. C'est pas, c'est pas un échangeur, c'est un circulateur, c'est ça que tu disais. Ouais. Tout à fait, c'est pas la même chose. Et donc, c'est une pièce qui va chauffer aussi parce qu'elle est parcourue par de l'eau chaude. Voilà. Tout ce qui est métallique et qui est parcouru par de l'eau chaude, eh ben, ça devient vite un radiateur. Donc tout ça, hop, on les couvre. Et on les couvre avec quoi? À part les tuyaux qui... On va le voir juste après, justement. Alors sur la photo d'après, à la limite, je réponds tout de suite parce que sur la photo d'après, on va voir, on triche un tout petit peu sur l'exemple. On peut isoler donc son cumulus avec, par exemple, un vieux duvet dont on ne sert plus, une vieille couverture, quelque chose comme ça. Comme ça, moi, l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre et c'est rapide et et ça ne coûte rien. Quelque chose de récup. Hein. Ou alors carrément de l'isolant. S'il y avait des chutes d'isolant, pourquoi pas? Ça marchera aussi très très bien. Ok. C'est nécessaire même s'il est à l'intérieur de la maison? Pardon? C'est nécessaire même s'il est à l'intérieur de la maison? Oui, et ça, on va vous en parler un petit peu plus en détail sur la slide d'après. Parce qu'en fait, le ballon, normalement, s'il est bien réglé, il est en gros à 55 degrés. Et à l'intérieur de la maison, aussi, disons qu'il fait 20 degrés, eh ben, ça fait 35 degrés de différence. C'est énorme. Ça veut dire qu'il se transforme en chauffage. Donc, il y a ça. Sur les les tuyaux rouges, vous pouvez mettre des petites gaines en mousse qui se trouvent dans n'importe quel magasin de bricolage. Okay, ils sont déjà fondus, vous n'avez plus qu'à les mettre, c'est tout. Et sur les circulateurs, vous pouvez leur faire des petites coques avec, pareil, de l'isolant, de la ouate ou des choses comme ça, un coup de scotch autour et puis basta. C'est pas beau, tant pis. Au moins, c'est efficace. Souvent, qu'en général, de toute façon, c'est dans votre garage, donc c'est pas beau, c'est pas grave. Là, il y a un exemple de ce qui peut être fait et qui est beau. Avec du coup le ballon d'eau chaude qui est très isolé. Ça, c'est un ballon solaire thermique et en fait, dans le solaire thermique, ils visent l'économie d'énergie et par conception, ils font attention à rajouter de l'isolant autour du ballon. Et ici, on voit bien les gaines de sortie du ballon et d'ailleurs même de retour parce que en fait, le retour est quand même chaud dans un chauffage notamment. Et donc, on voit toutes les gaines qui sont bien isolées et aussi le circulateur ici qui est isolé aussi. Alors, et là, il y a une question de Françoise. Comment isole-t-on un ballon thermodynamique? Il n'y a pas forcément besoin. Regarde sur ton ballon s'il n'est pas déjà isolé et bien isolé. Souvent, c'est le cas plutôt. Là, pour les cumulus, par contre, clairement, c'est pas le cas. Si jamais vous avez la curiosité d'aller faire de tours de temps en temps dans des déchetteries, ce genre de choses, quand il y en a qui percent, ils mettent souvent de côté pour les découper, faire des barbecues, ce genre de trucs. Regardez l'épaisseur
tâtez l'épaisseur. Vous verrez qu'en général, ça fait 2 ou 3 cm à tout casser d'épais. Ça veut dire que il y a quasiment, il n'y a pas grand-chose en isolant. Ouais, justement, on en parle dans la dernière partie de la slide en disant que donc, les cumulus basiques sont mal isolés, donc 3 cm. Et du coup, il y a des ballons qui sont bien isolés avec 8 cm, ou alors le surisolé soi-même, donc comme on disait, avec des couettes ou avec des chutes d'isolant, par exemple. Et pour parler des tuyaux, pour donner un ordre de grandeur, là, en fait, on a pu chiffrer qu'un tuyau chaud non isolé, c'est 40 watts de perte de puissance par mètre de canalisation. ML, ça veut dire mètre linéaire. Et donc, 40 watts, c'est beaucoup si on ramène ça à une ampoule. Aujourd'hui, les ampoules, ça peut quasiment faire 4 ampoules écologiques, 3 ou 4 ampoules écologiques qui sont allumées, en fait, pour chaque mètre. Donc, dans une maison, il y a des mètres et des mètres et des mètres de canalisation pour alimenter tous les chauffages. Et donc, le simple fait de mettre une gaine, donc on a dit avec 20 mm d'isolant, qui sont les gaines fendues là dont on parlait en mousse, qu'on peut placer directement sur la canalisation, ça divise en gros par 4, même un peu plus que 4, la puissance perdue. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est des petites modifications qui font des grosses différences au final. Et j'ai une autre remarque de Nathalie. Ça ne craint pas d'isoler mon ballon qui est dans un placard. Non, en fait, ça risque rien du tout. Faut juste faire attention sur les cumulus. Il y a une petite évacuation d'eau, la petite goutte à goutte qu'on voit. Tu peux peut-être le montrer, Nico, avec ta. Voilà. Vous voyez cette partie-là. Faut juste faire attention quand vous de ne pas le mettre en contact, parce qu'il y a de l'eau qui va couler de temps en temps, évidemment. Sinon, ça va être en contact, ça va être absorbé, ça va être berk, d'accord. Mais c'est tout. Sur le reste, ça risque strictement rien. Parce qu'en fait, il va pas non plus monter à des températures folles. Il va juste faire en sorte de garder un peu plus sa chaleur. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre question? Il y a une question. Enfin, je sais pas s'il y a peut-être une autre déjà avant. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que, du coup, là, on est d'accord que quand on parle d'isoler, c'est dans les lieux non où on n'habite pas, quoi, en gros? Non chauffés. Enfin, voilà, normalement non chauffés. Ouais. Mais ça vaut pas le coup d'isoler les tuyaux qui vont de chauffage en chauffage dans une maison? Si. Parce que vu que ça chauffe finalement la maison, c'est pas vraiment une perte. Ah, les tuyaux dans la maison et qui sont à l'intérieur de la maison et pas dans l'isolant ou derrière l'isolant. Là, d'accord. S'ils sont vraiment dans le volume chauffé, le tuyau, pourquoi pas? Il va participer au chauffage. On va pas isoler tout le réseau sauf le radiateur, juste les parties non habitées. Voilà. Il y a quand même un intérêt à le faire, c'est qu'au final, c'est quand même une zone que tu chauffes sans vraiment maîtriser, alors que d'habitude, tu peux te dire, moi, j'amène l'eau chaude pour qu'elle chauffe ma chambre. Et donc là, si tu veux chauffer une chambre qui est à plusieurs mètres de ton ballon, et tu vas devoir chauffer toute la route jusqu'à ton chauffage. Et ça, c'est pas forcément ce que tu cherches à ce moment-là. Donc, l'avantage d'isoler tout le long, c'est que ça permet quand même de mieux maîtriser où la chaleur sort en fait de ton système. Et donc, normalement, au niveau des radiateurs, ça a été prévu pour que tu puisses faire sortir la chaleur à cet endroit-là. Enfin, c'est là que tu en as besoin. C'est là que ça a été installé pour que tu l'utilises, quoi. Okay. Il y a ça, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que du coup, ça expose, on va le voir un peu plus tard, c'est que ça peut aussi renforcer les pertes parce que ça peut faire chauffer des parties de ta maison qui ne sont pas vraiment celles qui t'intéressent et qui vont aussi avoir des pertes vers l'extérieur. C'est-à-dire que si tu fais chauffer un mur qui porte une canalisation, ce mur-là, s'il est chaud à l'extérieur, il va diffuser de la chaleur à l'extérieur. Ce sera une perte aussi. Ok. Et il y a Sandra qui dit: quand je touche mon ballon, il n'est pas chaud, est-ce qu'il faut quand même l'isoler? Oui, si c'est un cumulus, oui, parce que en effet, on va voir un petit exemple tout à l'heure d'une vision à la caméra thermique. Heureusement, il ne monte jamais très très haut en température, vous n'allez pas vous brûler ou même vous avez du mal même à sentir la chaleur avec la main. Néanmoins, l'écart de température, on va pouvoir le visualiser tout à l'heure, il est quand même significatif. Et ça veut dire qu'en fait, il perd cette chaleur en permanence, en fait,
à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il garde notre eau chaude et pas qu'il chauffe la pièce dans laquelle il est. Même s'il est dans votre salle de bain, on va dire ah bah super, ça participe au chauffage de ma salle de bain. Certes en hiver, mais en été, du coup, c'est pas ce qu'on souhaite. Et quitte à peut-être trop insister, je pense à une dernière raison qui peut valoir la peine d'isoler les canalisations même à l'intérieur, c'est que de toute façon, il y a des pertes d'une baisse de température à mesure que l'eau avance dans la canalisation chaude si elle n'est pas isolée, et ça fait que vous pouvez être tenté de remonter la température du chauffe-eau pour l'avoir assez chaude là où vous la puisez, quoi. Alors que si c'est isolé, l'eau va rester chaude tout le long et donc vous pouvez baisser la température du chauffe-eau ou de la chaudière. Merci pour cette réponse complète. Là. Je vois rien d'autre par contre. On peut peut-être passer du coup. Allez. Donc là, c'est justement pour illustrer nos propos. Ça, c'est une vision qui a été... en fait, c'est une photo où les couleurs représentent la chaleur, la température des objets dans la pièce. Donc là, c'est pris dans un garage, hein, Nico? Un sous-sol, ouais. Ouais, un sous-sol. Et donc, l'échelle de température fait que donc, quand c'est noir, là, au fond, c'est 14 degrés. Et quand c'est au plus chaud, quasiment blanc, là, cette zone-là, ici, par exemple, c'est à la sortie du tuyau ou au niveau des inserts. Quand c'est blanc, c'est 25 degrés. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que dans un environnement, en gros 15 degrés, 14-15 degrés dans le garage, le chauffe-eau, lui, il est comme un élément chaud, quoi. Il irradie beaucoup de chaleur et du coup, même on voit que ça chauffe une partie du mur, etc. et du plafond, pardon, que cette chaleur, elle s'accumule un peu en haut et qu'elle fait chauffer le plafond. Et en fait, toute cette énergie-là, toute cette chaleur-là, c'est de l'énergie que vous payez et qui sert à chauffer le garage, quoi. D'ailleurs, si dehors il fait 8 degrés, dans le garage il fait 14 et finalement c'est peut-être un peu lié au ballon, quoi. Alors que c'est peut-être pas nécessaire qu'il fasse 14 degrés dans le garage. Et l'autre photo qu'on avait justement, ça permet d'illustrer la discussion sur les canalisations non isolées. Ici, là, il y a un trait bleu, mais c'est pas là-dessus qu'on voulait attirer l'attention, c'est sur la zone chaude orange. Et ça, c'est typiquement une canalisation non isolée qui chauffe le mur partout où elle est dans sa proximité, quoi. Et donc, ce mur-là qui est chaud, il diffuse de la chaleur à l'extérieur de la maison. Et là, on voit aussi typiquement que sur une maison comme ça, il y a de la chaleur qui s'accumule au niveau du plafond et qu'il y a aussi de la perte à ce niveau-là. Tu me dis si je dis une bêtise, Nicolas, mais c'est surtout la canalisation qui nous intéressait. Ouais, c'est la canalisation surtout. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que là, c'est pris de l'extérieur de la maison, hein. On est bien d'accord, on est dans la rue et avec la caméra thermique, on arrive à voir à travers le mur, entre parenthèses, qu'il y a des pertes de chaleur à cause d'une canalisation pas isolée. Ok, c'est bon. mal, avec ça, du coup, paf, là, si vous n'êtes pas convaincu, motivé, on ne peut plus rien. Alors, on peut discuter. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a Aurélia qui arrive à la bourre. Ah bravo, bravo. Là, c'était le but, c'était de juste chiffrer. Alors, cette slide, elle est vraiment spectaculaire en termes de sigles. Mais le but, c'était de chiffrer donc, combien d'énergie on perd avec un ballon de 150 litres mal isolé en un an. Et combien on économise en l'isolant, en rajoutant de l'isolant, donc juste en mettant le sac de couchage dessus, par exemple, ou un peu mieux si possible. Donc là, pareil, on a une formule fondamentale de laquelle on part. Et là, c'est la seule chose que vous pouvez regarder, c'est la partie écrite en bleu. C'est-à-dire qu'avec une formule, on calcule la surface qui est un des paramètres de la formule fondamentale. Et on a un autre élément de calcul dans la formule fondamentale, c'était U. Il y a une autre formule qui permet de calculer U. Et donc là, dans le calcul de U, on fait apparaître un chiffre, c'est 0,3. 0,03. Ça, c'est l'épaisseur de l'isolant. C'est à cet endroit-là que ça apparaît en fait dans la formule. Et donc, on va voir que ici, dans le cas où on a 0,3, donc c'est-à-dire 3 cm, on va voir quelle différence ça a avec une autre isolation de 10 cm. Donc là, on va dérouler le calcul avec cette valeur de 0,3. À l'année, la puissance nécessaire,
Alors ça, c'est quoi? C'est juste la puissance liée aux pertes, je me souviens. C'est l'énergie. C'est l'énergie, ouais, et c'est l'énergie pour Lié aux l'année, non? pertes uniquement, à l'année. Ouais, juste lié aux pertes, c'est ça. Voilà, juste le simple fait que ça soit isolé avec 3 cm, ça fait que dans l'année, on va dépenser 818 kWh. Et donc, on avait déjà calculé tout à l'heure une consommation moyenne liée à l'eau chaude. Et donc, en fait, cette consommation, en fait, on se rend compte que si on a besoin de 2549 kWh d'eau chaude, en gros, et ben, il faut envisager 32% de perte parce que notre ballon est mal isolé. Donc, c'est énorme, en fait. Ça veut dire qu'on va rajouter un tiers de notre facture juste pour rien, en fait, pour rien qui nous intéresse. Et donc, maintenant, on va se demander qu'est-ce qui se passe si on met 10 cm d'isolant. Donc, on va avoir les mêmes formules. Et là, on rajoute 10 cm d'isolant, donc on passe à 0,13 au lieu de 0,3. Enfin, 0,03. Donc, on déroule la formule. À ce moment-là, à l'année, les pertes, ça représente 191 kWh, alors qu'avant, c'était 818. Et donc là, sur la même conso, ça représente 7%. Ça veut dire qu'on est passé de 32 à 7% de pertes uniquement. 7%, ça va, on peut se les payer. 32%, non. Et donc, voilà, si on limite les pertes, en fait, on se rend compte qu'on a diminué de 77% les pertes. Et donc, ça correspond à 113 € d'économie pour une année, sachant que cette année-là, on aura peut-être dépensé 20 € d'isolant. Et l'année suivante, on continuera à faire les économies et on n'aura pas besoin de redépenser l'argent pour l'isolant. Donc, c'est 113 d'économies tous les ans. C'est magnifique. Encore des restos. Doucement sur les restos quand même. Il y Pensez a à de votre quoi- ligne, ou tout alors, ça. de quoi alimenter une deuxième guirlande sur le sapin. Et en attendant vos autres questions, parce que je vois que vous vous grattez la tête, tout ça, il y avait un reportage qui a été très très bien fait il y a quelques années de ça sur Arte, qui était Le piège électrique, qui remontait dans le temps de comment s'est constituée la fabrication de la nouvelle énergie électrique en France avec les centrales nucléaires, ainsi de suite, tout ça, la surproduction qui était liée à la surpuissance, au fait que dans les années 70, ils avaient choisi de mettre tout sur le nucléaire et d'installer trop de centrales par rapport aux besoins, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire de cette surpuissance en pleine nuit, puisqu'on ne peut pas arrêter les centrales la nuit, ça prend trop de temps de les redémarrer derrière. On s'est dit on va demander aux Français, enfin on va encourager en fait l'installation des cumulus et des radiateurs électriques. Et les cumulus la nuit en fait vont pomper l'énergie nucléaire qu'on ne sait pas arrêter en fait. C'est historiquement lié à ça. Et c'est très bien démontré dans ce reportage-là. Et donc, il est largement temps d'arrêter ce genre de non-sens, quoi. Ouais, c'est une sorte de... Le Barret, ils sont en train de relancer le nucléaire. Non, ne passera pas. On redescendra dans la rue. Bref. Pas possible. Non, mais... C'est bon pour ça. Et promis, c'est la dernière diapo avec du calcul. Celle-là, normalement, si vous Intérêt, n'avez là, pas parce le que sinon je calcul, vous m'endors. avez pu vous évanouir, normalement, si vous n'avez pas le calcul. Allez, on passe à la suivante. Ouais, Alors. on les met au début, puis comme ça, c'est fait après. Donc, on a vu réglage de la température, l'isolation. Maintenant, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'utilisation. Donc, un des éco-gestes, c'est éteindre le chauffe-eau quand on part en vacances. Alors là, tout à l'heure, on disait, avant d'intervenir sur le réglage du chauffe-eau, il faut changer éteindre le ballon. Et ici, en fait, la différence entre, on le voit, hein, c'est celui qui est à droite, il n'a pas la même tête que les autres. D'ailleurs, il s'est fait un peu rejeter là, hein, ils n'ont pas voulu le mettre ensemble avec le groupe. Et aussi, la plupart du temps, il a un mode auto. Justement, c'est un peu dans la continuité de l'explication de Nicolas, c'est que le mode auto, ça permettait de faire fonctionner les ballons d'eau chaude la nuit, automatiquement. Et donc, si on part en vacances, hop, on coupe le disjoncteur.
pas mal, hein. Ouais, et en coupant le disjoncteur, en fait, ça évite que le ballon se maintienne à température élevée alors qu'on n'utilise pas le système. Et au final, on a pu faire une mesure, en gros, qui nous dit Tiens, à la limite, est-ce qu'on peut peut-être demander ah oui, à notre cher participant, à partir de combien de temps, en gros, pour vous, ça vaut la peine de couper au bout de combien de temps d'absence? Est-ce que ça vaut la peine de couper votre ballon? Une Week-end? journée, 2 jours, une semaine, un mois, Un week-end? un week-end? 2 jours? Alors, ceux qui étaient là la semaine dernière, ils ont la réponse parce que vous l'avez donné la semaine dernière. C'était 4 jours, si j'ai bonne mémoire. oh, C'est beau, c'est beau. Il y en a qui suivent. Merci, Claude. ça me touche beaucoup. Ouais? Bon, vous avez bonne mémoire parce que c'est quand même c'est ça l'idée. C'est vrai que c'est un peu dur de dire autre chose que 4 jours quand on sait que c'est la réponse après. C'est 3, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est ça l'ordre d'idée, c'est 3-4 jours, quoi. C'est un peu tuer le suspense. Ouais. Ah, j'ai une question, j'ai une petite question par rapport à l'isolation du cumulus. Est-ce qu'un truc fin du type, alors c'est un peu voyant, hein, mais quelque chose de très fin comme couverture de survie, enfin une matière fine mais isolante peut faire l'affaire? Alors moi j'ai un élément de réponse là-dessus. La couverture de survie, elle a un rôle d'isolant selon seulement un seul des modes. C'est le mode radiatif, en fait, c'est fait pour limiter les radiations du ballon. Par contre, il y a un élément d'épaisseur que la couverture de survie ne va pas faire. C'est-à-dire que si la couverture elle-même se met à chauffer, la chaleur va s'évacuer de la couverture de survie. Alors qu'avec un isolant dit passif, il ne va pas forcément travailler sur l'aspect réflexif, il ne va pas renvoyer les rayons, mais par contre, il va vraiment limiter la diffusion de la chaleur qui va du coup rester beaucoup plus dans le ballon. C'est ça que je répondrais. Donc, j'irai beaucoup plus naturellement vers un isolant épais et qui sera d'ailleurs certainement pas cher, alors qu'une couverture de survie, il faut déjà l'utiliser, c'est déjà un peu cher, quoi. Une vieille couverture, un vieux plaid, quelque chose comme ça sera plus efficace. Ah, on t'a perdu? Parce que si vous avez que ça et que vous avez une chute et machin, mettez que ça et ça sera toujours ça de prix. D'accord? Si vous n'avez pas les moyens d'acheter autre chose ou quoi, allez-y. Mais autant que possible, plutôt quelque chose vraiment qui isole. Et est-ce que je me demande si sur les couvertures de survie, il n'y a pas 2 faces, il n'y en a pas une qui est justement faite pour évacuer la chaleur, mais là je crois pas, hein. Enfin, le principe en fait, c'est de renvoyer la couverture de survie, elle est très, très adaptée à nous parce que nous, on envoie beaucoup de rayons d'infrarouge notamment. Voilà, on s'en rend pas compte, ça se voit pas, hein, mais tiens, si vous faites une expérience, mettez votre main comme ça là, tout près de la joue sans la toucher. Ne la touchez pas, mais vous la rapprochez, vous la frôlez à 1 millimètre. Voilà. Qu'est-ce que vous sentez? La chaleur, hein. C'est la plupart de la chaleur que vous sentez là, c'est les rayonnements que vous envoyez entre la main et la joue. Ok? Tiens, on va prendre une photo, ça va être rigolo ça. Mais pour de vrai. Et donc la couverture de survie en fait va vous renvoyer vos rayons. C'est ça qui va vous maintenir au chaud. Et l'intérêt en fait, c'est que c'est un minimum d'efficacité par rapport à l'épaisseur, au poids et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. Quand on ne peut pas emmener un gros duvet, c'est toujours mieux que rien. C'est ça, ouais. Il y a des gens qui courent, par exemple, avec des couvertures de survie, comme ça, s'ils se blessent, ils peuvent utiliser ça. J'ai eu une déconnexion de quelques secondes, voire 1 minute, juste au moment de ma question. Donc, si quelqu'un veut me résumer par écrit juste le contenu avant la couverture de survie, en fait, ça, je suis revenue là, je veux bien éventuellement, je suis désolée. En gros, il ne faut pas couper le chauffe-eau si on part moins de 3 jours. C'est ça le résumé. Ouais, non, je parlais juste par rapport à l'isolation, en fait. Ouais, donc l'isolation, en gros, c'est autant que possible, vaut mieux mettre un vieux plat, une vieille couverture, quelque chose comme ça que tu récupères dans un vieux fourre-tout à l'Emmaüs ou je ne sais quoi. Si tu n'as qu'une couverture de survie, ça sera toujours mieux que rien, en tout cas. D'accord? Plutôt que de rien faire, mieux vaut quand même la mettre, mais idéalement, mieux vaut aller sur un truc plus épais.
Est-ce que des cartons, ça marche aussi, non? C'est mieux que rien. Ok. Et pour en revenir au nombre de jours, pour remettre en valeur l'intérêt d'isoler, en fait, un ballon d'eau chaude qui est isolé, pour le coup, il va se refroidir beaucoup moins vite. Ici, par exemple, dans notre exemple, on était passé de 3 cm à 13 cm, on avait rajouté 10 cm d'isolation. Et en fait, on avait vu que les pertes étaient divisées par à peu près 4, et bah, ça veut dire qu'il va falloir 4 fois plus de temps pour que le ballon se refroidisse. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir attendre 12 jours au lieu de 3 pour que ça vaille la peine de couper le ballon. Ça veut dire que en fait, vous n'avez plus trop à vous soucier de ce problème-là, parce que globalement, il y a rarement des cas où vous allez devoir vous occuper d'éteindre le ballon, quoi. D'ailleurs, je pense à un petit truc, notamment à Bruno qui est parti. Ah, bon, bah, tu lui passeras le message. Pour les personnes qui ont des chauffe-eau solaires, surtout, vous ne les coupez pas quand vous partez en vacances, hein, on est d'accord? Hein, vraiment pas, hein. Parce que sinon, il faut qu'il puisse circuler, changer de la chaleur et tout ça, hein, sinon il risque de surchauffer et ça va pas bien se passer. Là, on parle vraiment des cumulus, hein. C'est bon pour le... Voilà, il n'y a pas d'autres remarques, tout ça? Ouais? Allez. Je pense qu'on pourrait peut-être pas trop... Peut-être accélérer un petit peu. Je me rends plus trop compte de ce qu'il nous reste à faire, mais il est déjà 21h05. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe plus d'un quart d'heure, en fait. Non, mais c'est dur, il y a plein de trucs à dire. Bah ouais. Donc, on va peut-être essayer de... Mais en même temps, on a parlé de pas mal de choses déjà. Donc, limiter la consommation d'eau. Là, on va s'intéresser à savoir est-ce que ça vaut la peine de prendre plutôt une douche qu'un bain. Et alors, la réponse est oui, en général. Sauf si vous prenez des douches hyper longues avec un robinet qui coule très très fort. Et donc, une manière de vérifier ça, c'est d'utiliser un sablier. Et vous serez surpris de découvrir que dans votre kit, il y a un sablier, exactement pour cet usage-là, justement, pour mesurer 5 minutes, en gros. Et donc, le premier constat, c'est qu'un bain, ça coûte environ 150 litres d'eau, alors qu'une douche moyenne, mais enfin longue, c'est plutôt 100 litres. On a déjà économisé une cinquantaine de litres. Et si jamais on limite le temps de douche à environ 5 minutes, on peut 5 minutes d'eau qui coule, hein, on peut descendre à 40 litres. Voilà, donc si jamais vous avez des ados à la maison, etc., c'est multiplié par les ados et tout le monde, hein, nous, c'est pareil, c'est multiplié par le nombre de personnes qui prennent la douche, quoi, à chaque fois. Et là, il y a une petite remarque de Nathalie, bain essentiel. Je crois comprendre qu'il y a quelqu'un qui tient son bain. L'idée, c'est pas du tout de se dire que en gros, les bains sont interdits. De toute façon, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. C'est juste qu'en effet, on va se rendre compte que ça, en général, ça prend plus d'eau. Si vous voulez faire des bains, allez-y. Par contre, faites-vous plaisir. Faites-vous un super bain avec un petit peu de musique, j'en sais rien, un bouquin, des chandelles, truc. Faites-le à 2, enfin bref, peu importe, c'est vous que ça. Profitez-en par contre. Un bain plaisir. Et pour l'hygiène habituelle, bah, optez plutôt pour la douche. Du bain et palme, par exemple, si vous vous entraînez pour les Jeux Olympiques, hein, voilà. Voilà, et donc avec ce geste-là, on est à peu près sur 30% d'économie d'eau. Alors, limiter sa consommation d'eau toujours. Là, c'est un élément qui est vraiment intéressant, pareil, dans les pertes qui sont vraiment... dont on ne profite pas du tout, c'est même pas confortable en fait. C'est le fait d'avoir son robinet, son mitigeur, qui n'est pas dans la position froide, qui est dans la position autre que froide. Et quand vous allez faire couler l'eau au début, bah, c'est quand même de l'eau froide qui va sortir, parce que le temps que l'eau chaude arrive, bah, vous savez comment ça se passe, quoi, ça prend du temps. Et donc, c'est dommage en fait d'appeler de l'eau chaude si vous ne laissez pas l'eau chaude couler assez jusqu'à ce qu'elle devienne chaude, puisque de toute façon, vous, au robinet, vous allez avoir de l'eau froide. Bah, dans ce cas, autant appeler que de l'eau froide, parce que même si vous ne sentez pas l'eau chaude, vous allez quand même devoir payer le fait de l'avoir chauffée. J'ai rien compris. Ah. Je peux réexpliquer. Là, par exemple, sur la flèche,
Mettons que votre eau, elle n'a pas coulé depuis longtemps et vous avez envie de vous servir un verre d'eau ou remplir une carafe, mais que votre mitigeur, il est sur la partie, disons, chaude. Vous allez ouvrir le mitigeur et il y a quand même de l'eau froide qui va couler au début, puisque voilà, donc vous allez remplir votre carafe avec de l'eau froide et vous allez refermer le mitigeur et voilà, vous aurez fini votre opération. La différence entre le faire avec l'eau sur chaud au moment où vous servez la carafe et l'eau sur froid, ça se joue au niveau du ballon d'eau chaude, par exemple. C'est que si jamais vous êtes sur chaud au moment d'appeler l'eau, c'est le ballon d'eau chaude qui va se vider de son eau chaude pour alimenter votre Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, alors que dans l'autre cas, c'est la source froide et donc vous n'aurez pas de perte d'eau chaude. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui. Et un autre élément qui change pas vraiment beaucoup à notre confort, des fois on a l'impression que le débit c'est important, mais en fait c'est plutôt la sensation du débit qui est importante et du coup pour ça ils ont inventé des embouts qui coûtent vraiment pas très cher et qui permettent de donner la sensation que l'eau coule tout en limitant énormément la dépense d'eau. Donc, alors oui, là, du coup, on a de nouveau la conclusion, ça ne permet de pas appeler de l'eau chaude. Et le mousseur, ça permet donc de limiter la consommation avec une sensation plus douce au passage. Alors, je crois qu'il y a les débits. Ici, je vais aller assez vite, mais en gros, mettons que pour la cuisine, vous pouvez passer de 20 litres par minute à 8 litres, donc c'est divisé par 2. Pour la salle de bain, c'est même possible de passer de 20 litres à 2 litres, même 2 litres, ça peut suffire pour se laver les mains, quoi. 2 litres par minute, donc c'est quasiment divisé par 10. Et pour la douchette, pour la douche, c'est pareil, ça peut être passé de 20 litres à 8 litres. Il faut un minimum d'eau pour la douche quand même, mais c'est quand même facilement divisé par 2. Sachant que vous, à l'usage, vous ne verrez pas trop la différence, c'est juste sur la facture à la fin que ça fait une grosse différence. Et c'est pour ça que dans le kit, il y a un petit débitmètre et un petit sac débitmètre. C'est pour vérifier si vous avez besoin d'installer justement ces mousseurs ou ces limitateurs de débit. C'est pas que ça coûte grand chose, mais si on est déjà bien réglé, ça sert à rien. Okay, ouais, donc les petits sacs qui à l'intérieur, c'est pour vérifier ça, aussi bien au niveau de la douchette que de vos robinets. Parce que mine de rien, si vous devez changer une douchette complète, c'est quand même dans les 30-40 balles, hein, facile. Alors qu'un petit système comme ça, ou 4-5 euros, c'est complètement jouable. Ok, Dac. N'hésitez pas à poser des questions quand même, profitez-en, tant qu'on est là, c'est l'intérêt, hein. Sinon... Ouais. Peut-être que là, ça va susciter des questions. Ici, en fait, c'est une simulation du coût d'une douche ou d'un bain en fonction du temps qu'on passe dessous et du débit de l'eau. Donc là, à gauche, le coût d'un bain, en gros, tel qu'il a été représenté ici, c'est un peu moins d'1,40 €, et parce qu'on va payer 150 litres d'eau qu'on va devoir payer au réseau d'eau, plus... Ah non, c'est l'inverse, c'est en rouge l'eau. Oui. Donc on va payer 150 litres d'eau en rouge et on va payer toute cette énergie-là, 70 centimes pour chauffer le bain. Si on prend une douche qui dure très longtemps, donc par exemple, enfin très longtemps, moi je dis très longtemps, mais c'est pas vrai que c'est très longtemps pour tout le monde. 15 minutes, en fait, c'est vrai que quand on passe un bon moment sous la douche, c'est pas très longtemps. Et donc 15 minutes avec un robinet réglé à 15 litres par minute, histoire d'avoir vraiment une cascade d'eau chaude hyper agréable. Ça correspond à 225 litres par rapport à 150 litres pour un bain. Et donc là, le coût de l'électricité est encore plus élevé, évidemment, parce qu'il y a plus de volume. Et donc là, pareil pour l'eau, ça coûte encore plus. Donc là, on est quasiment à 2 € juste pour une grande douche. Donc par exemple, si vous êtes 4 à la maison à faire ça tous les jours, ça fait déjà 8 € pour la journée, quoi, pour laver tout le monde. Et ensuite, là, on voit le principe. Donc si on réduit le temps de la douche, qu'on passe de 15 à 5 minutes, on a déjà divisé le temps passé dessous par 3. Et en fait, là, on fait juste ça. On garde quand même un fort débit. On est toujours à 15 litres par minute, mais on n'a fait que 5 minutes avec l'eau qui coule. Là, déjà, de 225 litres, on passe à 75 litres. Il y a une marge énorme, en fait. Donc, le temps, c'est vraiment un paramètre important de notre dépense énergétique. Et ensuite, ce qui permet aussi de vraiment limiter la consommation, c'est à ce moment-là de passer avec les limitateurs de débit,
Dans ce cas-là, on passe autant de temps sous la douche, mais ça coule moins vite. Donc, on peut passer à 15 litres par minute à 8 litres par minute. Et dans ce cas, on dépense que 40 litres au lieu de 75. Et la version ultime, c'est des douches uniquement utilitaires, c'est-à-dire mouillage, rinçage. On se mouille, on se lave avec l'eau qui ne coule pas, puis on se rince. Là, on peut utiliser à peu près 2 minutes d'eau et si on a limité le débit, on est à 16 litres. Quoi. Donc, le ratio, en fonction de notre méthode, de notre usage, c'est énorme la manière dont on peut agir sur nos consommations d'eau chaude. Voilà. Et ce qu'on se disait, c'est qu'un bon moyen de mesurer ça aussi, ça peut être d'imaginer de se doucher dans la durée de sa chanson préférée, par exemple. Ça, c'est un défi qu'on va peut-être vous proposer une semaine après les vacances, tout ça. Vous dire, allez, cette semaine, on prend que des douches pendant la durée de votre chanson préférée. Prenez pas Stairway to Heaven, hein, forcément, parce que sinon, ça marche pas. Voilà, ça donne un ordre de grandeur, quoi. Ni du jazz de 20 minutes, Yann Vary, non. Bohemian Rhapsody, non plus. Voilà, on peut peut-être passer à la suite, non? Ouais, bah, la diapo d'après, en fait, c'est le récapitulatif à l'année, donc ça, c'est intéressant. Ouais. Là, par exemple, si on prend les deux extrêmes, il faut 1 220 € pour alimenter une famille de 4 personnes qui utilisent la salle de bain 3 fois par semaine par personne, donc c'est même pas tous les jours. Hein. Donc ça fait 624 utilisations, et donc à l'année, ça fait 1 220 €. Alors que si cette même famille, elle a pris l'habitude de faire plutôt mouillage, rinçage, et ben on passe à 80 €. Donc c'est énorme la différence. Là, ça en fait du resto. Ça fait du resto étoilé à gogo. Voilà. Hop, j'ai même une petite blague sur le chat. Et voilà, pardon. Je pense aussi à un petit truc. Par exemple, au niveau des mousseurs et des limitateurs de débit, tout ça, machin, dont on vient de parler là, si jamais vous devez en changer, par contre, un conseil, achetez pas celui où il y a marqué sur l'emballage « Wouh, 50% d'économie garantie !» Parce qu'ils ne savent pas à combien vous partez. Et vous ne savez pas à combien vous arrivez. Donc, ça se trouve, vous aurez le même débit. Achetez celui où il y a marqué le débit dessus, d'accord? Si vous voulez un 8 litres par minute, chopez un 8 litres par minute. OK? Des petites remarques par rapport à ça avant qu'on passe à la suite, c'est bon? On enquille, là, on est hop, parce que mine de rien, il est 21h15 et on s'est engagé. Voilà, vas-y. Une remarque courte, on n'a pas mis de limiteur, par contre, on a limité carrément en fermant le robinet à l'origine de l'eau, en fait, à l'arrivée d'eau, on ferme quasiment le robinet. Ouais. Bah oui, ça doit marcher, ça. Ça marche très bien. Drastique. Par contre, au niveau de ta cuisine, c'est pas trop kikinant quand tu dois remplir une grande gamelle, ça va? Bah, on prend le temps, effectivement, ouais. On prend le temps, mais on s'est habitué avec ça, ouais. Okay. Des fois, quelqu'un a remis le robinet normalement, pour une raison ou une autre, et ça fait bizarre de voir les choses se remplir vite. C'est vraiment une autre utilisation du temps, mais pour tout ce qui concerne les économies, en fait. Ouais. Après, la seule différence que ça fait, c'est que en changeant ce paramètre-là, tu changes le débit le débit total pour toute ta maison. Donc, ça veut dire que si tu as quelqu'un qui se douche et en même temps quelqu'un qui veut tirer de l'eau chaude, et ben, tu es un peu embêté. Alors que si tu choisis le débit précisément pour chaque usage à chaque endroit dans ta maison, bah, tu peux quand même avoir tous les usages à la fois et ça va quand même fonctionner. Hop, voilà, je plus sois Stéphanie. Non, Nathalie, pardon. Enfin, ou Stéphanie aussi. Il y a Nathalie qui disait « Ouais, j'en profite pour faire de la pub au bain crépitant et magique de chez Minute Papillon. » Tu as raison. Et allons tous chez Minute Papillon et pas chez Amazon. Voilà. Et c'est ça l'esprit, faites-vous plaisir avec votre bain. Il y a Stéphanie qui parlait aussi, ça je pense que c'est un élément qu'ils vous ont prêté à Pontchâteau. C'est des petits kits mais qui coûtent relativement cher. C'est vrai qu'on n'en a pas acheté. Un système en fait que tu peux brancher sur ta douche pour voir ce que tu consommes. Et c'était celui avec l'ours polaire, c'est celui-là? Voilà, en fait, tu as un petit débit et puis au début, tu as un ours sur sa banquise et plus tu restes longtemps, plus la banquise fond, puis à la fin, plouf, l'ours il tombe. Avec les gosses, ça peut être pas mal.
Voilà, alors ça peut-être qu'un jour on investira PV. Baignade dans la Vilaine, oh c'est vache. Ou dans l'Oust, oh la vache, en ce moment c'est chaud. Bref, comme cadeau de Noël, pourquoi pas, c'est une idée. Et là, c'est la partie dont on voulait parler à la toute fin, c'est juste pour mettre en perspective l'intérêt de passer à quelque chose de plus renouvelable et de passer à, comme on disait, en fait, les chauffe-eau ont été envisagés parce qu'on avait une sorte d'opulence énergétique. Et ben, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment limiter cette dépendance à l'électricité? Et donc, est-ce que ça vaut la peine de passer à un chauffe-eau solaire individuel et sous quelle forme ça vaut la peine de rembourser cet investissement? Bah, en fait, la réponse, elle est assez simple. C'est un schéma de principe quoi, qui dit que le soleil ici, chauffe une partie à l'extérieur de la maison, chauffe l'eau à l'extérieur de la maison, et qui est réinjectée à l'intérieur de la maison pour ensuite être distribuée là où c'est nécessaire, quoi, soit à la douche ou soit sur les radiateurs, quoi. Et donc, là, par exemple, c'est une combinaison de deux usages. Le fait que ce soit exposé plein sud, ça permet de récupérer la chaleur du soleil. Et ça a aussi un rôle en été, ça va protéger un peu les baies vitrées dessous. Ça va servir de casquette pour limiter l'entrée de soleil sur les vitres dessous. Alors qu'en hiver, le soleil sera plus bas et donc ça ne va pas gêner, ça ne va pas faire d'ombre en hiver, mais ça va en faire en été. Et ça, c'est donc, du coup, une maison qui a été bien pensée. D'ailleurs, on voit aussi que les ouvertures sont plus importantes au sud que sur les côtés. Et donc, en gros, un investissement à peu près de 4 000 € pour un système de chauffe-eau solaire. Enfin, en tout cas, dans l'exemple qu'on prend, c'est ça. Et ben, là, on dit que l'eau chaude devient gratuite 6 mois de l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça contribue toute l'année à vous apporter de l'eau chaude pour lequel vous ne payez pas, quoi. Et il y a des moments où ça suffit. Je n'ai pas vu qui avait fait la remarque, mais on a entendu des remarques là-dessus, sur le fait que ça peut, la plupart du temps, on peut se passer complètement d'électricité pour avoir de l'eau chaude. Voilà. Et l'investissement. Ah non. Pardon. Non, rien, pardon. Non, il n'y a pas de souci, vas-y, j'ai déjà bien parlé, moi, je n'hésite pas. L'investissement, c'est 4 à 5 000 € hors aide. Parce que derrière, il y a les crédits d'impôt, tout ça, machin. Alors, en fonction du niveau de ressources, tout ça, ça change. Ça peut descendre à 3 000 balles avec les aides. Et l'avantage, c'est que c'est des systèmes qui sont durables, dans le sens où c'est costaud, et qui sont très efficaces. Quand on met 60%, c'est vraiment en prenant ceinture à bretelles, quoi. On couvre plus de 60%, on est plus à 70% des besoins. Honnêtement, sans vouloir faire mon vendeur de chez Darty, j'ai le même à la maison. Moi, j'ai instrumenté mon ballon à la maison. On a un système comme ça, on est 4 et on paye 30 € par an d'électricité pour toute notre eau chaude, en fait. Parce qu'on a un chauffe-eau solaire. Alors oui, à l'origine, il faut être capable de mettre par contre les 3000 balles avec les aides pour pouvoir installer son système. C'est là où le bas blesse. Mais sinon, après, c'est que du bonheur. Voilà. Je pense que c'est le meilleur mot de conclusion pour le chauffe-eau solaire, c'est que c'est que du bonheur. Non, je vois qu'il y a Bruno qui fait semblant de dire des trucs en secrète. Il est en train de dire non, le mien il a pété au bout de 5 ans. Et voilà, du coup, je suis juste en train de... D'ailleurs, ouais, juste une question par rapport à ça. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut faire réviser son chauffe-eau thermique solaire tous les 3 ans? Ou est-ce que c'est tous les ans? Alors, il y a des petites vérifications à faire soi-même tous les ans. Et tous les ans, on peut les faire soi-même. Ça va être au niveau de la cohérence des températures qui vont être indiquées. C'est-à-dire que vous allez avoir des capteurs sur le ballon et dans le ballon et sur les capteurs, pardon. Donc, par exemple, s'il fait beau dehors et qu'il vous indique, je sais pas moi, 50 degrés dans le capteur, tout va bien. S'il fait beau dehors, qu'il vous indique 4 degrés, là, il y a un problème. Okay, des petites choses comme ça. Vérifier la cohérence des infos pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau des sondes. Vérifier qu'il n'y ait pas de baisse de pression, parce que ça doit être un système sous pression, je pense. Donc, il est en général entre 2 ou 3 bars. Vous avez un manomètre. Vous regardez un coup de temps en temps quand vous passez devant. Pouf, est-ce qu'il n'y a pas de baisse de pression? Là, ça sera un signal sur lequel il faudra déclencher une opération. Okay, des petites choses comme ça, simples.
pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique. Et puis après, ouais, si vous pouvez demander l'intervention de quelqu'un tous les 2-3 ans, normalement, il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt une bonne idée. Mais normalement, il n'y a pas de problématique. C'est des systèmes qui sont très costauds et très durables. Et si jamais vous passez régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence, on peut même pousser honnêtement jusqu'à 5 ans. Voilà, ça devrait aller, quoi. J'avais vu une question vite fait. Durée de vie d'un panneau solaire. Donc là, déjà, on parle de panneaux solaires thermiques qui font de l'eau chaude. La durée de vie de la maison, c'est jamais qu'un tuyau. Alors, en cuivre, en nickel, ça dépend. Mais c'est un tuyau, hein, dans un panneau. C'est inusable, en fait. Le principe de base, c'est un peu comme quand on oublie son tuyau d'arrosage sur la pelouse en été. Il va se faire chauffer par le soleil et donc il va ramener l'eau chaude dans la maison. C'est tout. Un panneau solaire photovoltaïque, pour faire de l'électricité, hein, donc voilà, durée de vie, 30, 40, 50 ans. Le truc, c'est que par contre, il va perdre un petit peu en efficacité au fil du temps. D'accord ? Les bons modèles, ils sont garantis à plus de 80% de production pendant 20 ou 25 ans. Donc, il aura été largement rentabilisé et après, il continuera à fonctionner, mais il vous produira un petit peu moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bonne référence de ballon solaire. Ouais. Il ne faut pas que tu le dises en étant filmé. On n'a pas le droit de recommander comme ça. Si, on s'en fout. On n'est pas l'ADEME, nous. On est une asso. Donc, non, puis de toute façon, au-delà de la marque, c'est pas vraiment. Oui, il y a des meilleures marques que d'autres, certes. Mais voyez plutôt à trouver un bon installateur. Lui vous conseillera une bonne marque. Alors, ça, c'est là le plus intéressant. Pardon ? C'est pas une bonne idée d'essayer de le faire soi-même, ça ? L'installation du ballon. Si vous êtes bon bricoleur, pourquoi pas, mais il faut déjà être bon bricoleur, surtout pour les systèmes sous pression. Et il y a même, si vous êtes vraiment un bon bricoleur, que ça vous intéresse, vous êtes au taquet, super, allez voir Aeseo à Lorient, vous pouvez les faire vous-même. Ils vont vous apprendre à dimensionner vos ballons et vos panneaux, vos besoins, et vous pouvez les fabriquer avec vos doigts, et vous repartez avec votre kit. C'est génial, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est génial. Aeseo à Lorient. Okay. Et ça, c'est super. Attention à pas tomber, quoi. Faut pas tomber dans le Par contre, honnêtement, n'y allez pas pour le tarif. Faites-le parce que vous êtes convaincu, vous avez envie de savoir, de bricoler, de voir comment ça marche, de pouvoir le dépanner vous-même, tout ça. Parce qu'au final, quand on fait le rapport entre le coût d'installation d'un professionnel et puis entre le faire soi-même, le coût du stage et tout, on est quand même à peu près kiff-kiff. Mais vous allez apprendre plein de trucs et ça, c'est génial. Côté très bon installateur dans le coin, il y a par exemple monsieur Gilles Thomy, qui a pas mal de boulot, mais qui est un très bon installateur. Société Airsol. Voilà, qui est en solaire, il fait tout, il fait aussi bien le thermique que le photovoltaïque, c'est génial. Moi, au cas où, on a fait un travail avec des bénévoles de l'association et on s'est fait une petite liste de différents artisans locaux. Donc, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer ça, s'il y en a qui ont des projets, pour vous dire, bon, on en a 2-3 sous le coude. Voilà, nous, on a plutôt des échos positifs. Et surtout, par contre, répondez pas aux appels téléphoniques. Voilà. Ah ouais. Bon, bref, on s'est compris. Super. Et juste pour cadrer l'horaire, il est 21h27. Pour ceux qui étaient encore sous stress qu'on aborde quand même la partie cuisson, c'est sûr qu'on ne va pas le faire ce soir. Et voilà, si on a peut-être 2 petits mots pour finir, c'est le moment, Nico, là, pour la suite. Qu'est-ce qui... Ouais, moi je suis déjà vachement déçu parce que je pensais qu'Aurélia allait remettre ses boîtes serre et en fait elle a un bonnet. Pardon. Alors, pour la suite, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour les personnes qui n'étaient pas là. La semaine prochaine, on n'a pas prévu de séance en visio parce qu'on voudrait vous proposer plutôt de vous réunir en équipe, en présentiel, en visio, c'est vous qui voyez, en vous mettant au défi de souhaiter le joyeux Noël à toutes les autres équipes, en chanson, en photo, comme vous voulez, vous nous envoyez ça, Nicolas, à moi-même, on fera circuler pour les autres, voilà, c'est la bonne occasion. Et au niveau de la rentrée, on verra quand est-ce qu'on pourra peut-être recoller comme la visio sur, cette fois-ci, la cuisson. Et aussi vous proposer des séances en présentiel, cette fois-ci, autant que possible, ça sera vachement plus sympa, en mode conversation. Et pas qu'en descendant, parce que là, vous voyez, on apporte beaucoup d'infos, c'est surtout nous qui causons, et
pas franchement vous. Et là, on voudrait inverser les rôles, se mettre dans un lieu convivial, un café ou à l'assaut, peu importe, en buvant un petit truc, dans un endroit cosy, et on cause sur ces thématiques. Retour d'expérience, vos questions, tout ça, et on échange tous ensemble. Et ça, on voudrait arriver à faire ça au niveau de la rentrée, on vous tiendra au courant. Je pense que d'ici fin janvier, il y aura moyen de faire quelque chose. Crotte. Voilà. Et donc, demain, promis, rapidement, on va vraiment essayer demain, on vous envoie donc le compte rendu de tout ça, avec le support diapo qu'on vous a montré, la vidéo pour ceux qui en aura loupé un bout. Voilà, et le rappel aussi, c'était donc aussi sur le défi, hein, remplissez bien vos compteurs, vos périodes de référence et faites vos premiers relevés pour voir combien vous allez gagner si ça vous intéresse. Sans ces infos-là, en fait, vous ne pourrez pas avoir l'information finale. Le livret éco-geste, eh ben c'est voilà. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Ça va être à nous de le faire. J'ai pas entendu. Ça va être à nous de le faire. Ah ouais, c'est une super idée. Non, alors, la mauvaise nouvelle, le guide complet n'est toujours pas validé par l'ADEME. Merci. Enedis, pardon. J'ai dit l'ADEME, c'est Enedis. C'est autant pour moi. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le petit livret a été validé. Un truc de dingue. Donc, en fait, je voulais vous garder la surprise, mais vu que vous l'abordez. Donc, demain, je vous balance le compte-rendu avec le lien vers le livret, parce qu'il vient de tomber, vers le petit livret des éco-gestes. Comme ça, vous pourrez le lire où vous voulez. J'allais entrer dans... Voilà. Pourquoi Enedis intervient? Ils sont financeurs? Ils sont quoi? Alors, pour les livrets, pour la démarche des clics, oui. Pourquoi, pardon, et la démarche des clics? Parce que la plateforme sur laquelle on s'inscrit, là, qui s'appelle Déclic, donc nous, on paye une partie nous, l'association, hein, on est à, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 500 € pour y avoir accès, en fait, à cette plateforme-là et à toute la logistique qui va derrière et aux formations qui vont bien avec les animateurs nationaux. Mais ça ne couvre pas tous les frais. Donc, ils ont des sponsors, quoi, en gros. Et dans le lot, il y a l'ADEME, il y a différentes institutions, mais il y a aussi du privé, il y a aussi du Enedis. Et en l'occurrence, c'est Enedis qui est, bref, une histoire de congé maladie, tout ça, de personnes pas remplacées. Là. En gros, si vous commencez à parler de Linky, ils ne vont pas être d'accord, quoi. Non, là, ça n'a rien à voir, parce que c'est même blague. Pas dans le... C'était une blague. On n'a pas le droit de prononcer le mot énergie renouvelable. C'est bon pour vous? C'est clair? C'est bon. Très intéressant. Ouais, super intéressant. Cool. Bah, merci. Je vous fais un bisou. Voilà. Merci pour le bisou, Jean-Marie. Merci beaucoup. Bah, super. S'il y avait des questions et que vous avez encore 5 minutes, pour les personnes qui veulent rester 5 minutes pour poser des questions particulières, c'est encore possible. Moi, je peux encore rester 5 minutes. Mais on ne veut pas prendre en otage les autres. C'est pour des questions individuelles. D'accord? Pour nous, c'est fini. OK? Voilà. Vous pouvez tous y aller dans la joie. Tout le monde se barre, là. Bon, désolé de rester là-dessus, mais bon appétit, bonne soirée. Allez, ciao. Salut. Salut à tous ceux qui s'en vont. Bye bye. Merci d'être venus et à très bientôt. Et envoyez-nous vos vœux aussi. Hein. On compte sur vous. Nicolas, alors c'est vrai que c'est intéressant.